Bonjour à tous et bienvenue sur Perso Podcast, le podcast qui vous aide dans la gestion de votre personnel. Donner naissance est un événement de la vie des travailleurs. Il apparaît donc important que tant les employeurs que les travailleurs puissent être tenus au courant des droits qui leur appartiennent, mais également des obligations qui leur incombent. Pour plus de facilité, nous allons décortiquer la maternité ensemble, donc en passant par le début de la grossesse, ce qui se passe pendant la grossesse, à la fin de la grossesse, mais également après la grossesse, donc après l'accouchement. Tout d'abord, la personne salariée va apprendre qu'elle est enceinte. La première chose à faire est de pouvoir prévenir son employeur dans les plus brefs délais. C'est à partir du moment où la travailleuse informe son employeur qu'elle sera protégée contre le licenciement. À noter qu'il est tout de même possible de licencier une personne enceinte, à condition que le licenciement puisse être rattaché à des motifs qui sont totalement étrangers à la grossesse de cette personne. Si en tant qu'employeur, vous prenez la décision de licencier une personne parce qu'elle est enceinte, alors vous serez sanctionné et vous devrez payer une amende équivalente à 6 mois de rémunération brute, et tout ça indépendamment de l'éventuelle indemnité de rupture qui devra déjà être payée à la travailleuse qui a été lésée par ce type de licenciement. La protection contre le licenciement, elle vaut bien entendu pendant toute la durée de la grossesse et les éventuels congés après grossesse, congés de maternité, congés d'allaitement, etc. Qui dit début de grossesse dit également que la travailleuse devra certainement s'absenter pour des rendez-vous médicaux ponctuels, pour vérifier si tout va bien. Lorsque cette dernière est dans l'impossibilité totale de se rendre à ses rendez-vous en dehors de ses heures de travail, alors elle devra avertir son employeur au préalable, bien entendu, pour pouvoir s'absenter du travail en vue de réaliser des examens médicaux en lien avec sa grossesse, et ce tout en conservant sa rémunération normale. En outre, durant, mais également après la grossesse, la profession de la personne salariée s'avère parfois trop dangereuse pour une personne enceinte, pour son enfant à naître, pour la travailleuse qui a accouché ou encore pour l'enfant qui est allaité. Dans un tel cas de figure, il est possible que la travailleuse en question soit écartée partiellement ou totalement de son travail, ce qui signifie que le contrat de travail sera suspendu durant la période concernée. L'écartement ne peut être valable que si le médecin du travail fournit un certificat d'écartement et si l'employeur remet une attestation qui précise que le travail ne peut être adapté. Effectivement, il arrive parfois que la travailleuse puisse continuer à travailler, mais à ce moment-là, son travail est, comme je viens de dire, donc adapté. Par exemple, ne plus porter de charges trop lourdes ou travailler assise plutôt que debout, etc. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais dans certaines sociétés, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, l'attestation qui précise que le travail ne pourra en aucun cas être adapté dans ce cas de figure est importante pour pouvoir justifier l'écartement partiel ou total de la travailleuse. Les personnes qui vont être écartées de leur travail pour de telles raisons seront bien entendu prises en charge par la mutuelle, à hauteur de 73,237% à peu près de son salaire journalier s'il s'agit d'un écartement total, à hauteur de 60% s'il s'agit d'un écartement partiel. À cet égard, il est tout de même important que l'employeur puisse être affilié à un service externe de prévention et de protection au travail. C'est ce dernier qui pourra déterminer les risques qui sont encourus par une personne enceinte dans votre entreprise. Chaque entreprise est différente et donc Mensura, Idewe, Mediwet ou bien d'autres pourront vous aider pour déterminer quels sont les risques, et lorsque vous souhaiteriez vous dire tiens, la personne n'est plus capable de travailler et doit être écartée pour un certain temps, alors il faudra passer par le médecin du travail qui est relié à ce service externe de prévention et de protection au travail. Ce sera vraiment le seul médecin qui sera à même de pouvoir prendre une décision
d'écartement pour la travailleuse enceinte. Si ce dernier ne remet pas cette décision et que le médecin traitant de la travailleuse remet une décision en ce sens, ça ne pourra pas valoir. Il faudra l'aval, l'accord de ce médecin du travail absolument. Et bien entendu, si vous n'êtes pas affilié en tant qu'employeur à ce service externe de prévention et protection au travail, alors il vous sera difficile d'avoir accès au service d'un médecin du travail. Ensuite, avant l'accouchement, il demeure encore un droit pour la travailleuse enceinte. C'est ce qu'on appelle le congé de maternité prénatal. Donc le repos de maternité va vraiment être divisé en deux. Il y aura tout ce qui se passe avant la naissance et ce qui se passe ensuite après l'accouchement. Donc ici, le congé prénatal va se composer de 6 semaines de congé. Avant l'accouchement, il y a 1 semaine qui est obligatoire, les 5 autres sont facultatives, ce qui veut dire que la travailleuse n'est pas obligée de les prendre, mais elle peut. Ensuite, s'il existe donc une naissance multiple, les 5 semaines facultatives seront portées à 7 semaines facultatives, donc il y a 2 semaines supplémentaires qui peuvent être prises soit avant, soit après. Ça, on va encore en discuter juste après. C'est à la travailleuse, bien sûr, d'avertir son employeur de son premier jour de congé, tout en sachant qu'elle sera obligée de s'absenter 7 jours avant son accouchement. Ça, c'est une semaine qui est obligatoire et c'est important aussi que la travailleuse soit au courant. Certaines ne le sont pas et ça peut poser problème au niveau du respect des droits de la travailleuse enceinte. Pour ce faire, la travailleuse devra vous fournir un certificat médical qui indique la date présumée de l'accouchement. Ça, c'est très important. Ça prouve non seulement qu'elle est effectivement enceinte, mais ça peut aussi permettre à l'employeur de régler un petit peu les détails, de voir si elle a vraiment le droit de prendre ces semaines à ce moment-là ou pas, etc. Une fois que cette dernière aura accouché, et qu'on se trouvera du coup dans la phase d'après-grossesse, on pourra prendre en considération le droit au congé, cette fois-ci post-natal. Ce congé est quant à lui composé de 9 semaines de congé obligatoire, auxquelles la travailleuse peut rajouter en tout ou en partie, en fonction de ce qu'elle aura déjà pris, les 5 semaines facultatives, ou 7 semaines facultatives si c'est une naissance multiple, donc les semaines qu'elle n'aurait pas prises avant son accouchement. Il est intéressant de savoir que les employeurs ne supporteront pas le coût de ce congé de maternité. En effet, le congé de maternité, il est pris en charge par la mutuelle également, donc un petit peu plus élevé que s'il s'agissait d'un écartement de grossesse. Donc ici, la travailleuse qui est sous contrat va pouvoir percevoir 82% de sa rémunération. Attention que la rémunération brute va être plafonnée. Donc par mois, on ne va pas dépasser 82% de 4 019,53 € bruts par mois. Donc les travailleuses qui justifieraient d'un salaire plus élevé que 4 019,53 € bruts par mois ne pourront pas bénéficier de 82% de leur rémunération réelle. Ce sera donc bien plafonné aux 4 019,53 €. On ne pourra pas aller au-delà. Donc ça, c'est pendant les 30 premiers jours qu'on sera à 82%. Et à partir du 31e jour, la travailleuse pourra bénéficier de 75% de sa rémunération brute. Encore une fois, dans ce cas-ci, plafonné à 4 019,53 € bruts par mois. Bien entendu, ça ne change pas. Après tout cela, la travailleuse pourrait encore demander un congé prophylactique pour allaiter son enfant. Ce congé peut provoquer, dans certains cas, un écartement complet du travail sur indication médicale, avec encore une fois une prise en charge par la mutuelle. Alors pour ce type de prise en charge, on est à 60% du salaire brut de la travailleuse et pour une durée maximale de 5 mois. Donc on diminue de plus en plus, plus le congé augmente, plus la rémunération va diminuer au niveau de la mutuelle.
Alors ici, on pense vous avoir donné les points les plus importants concernant ce sujet. Si vous conservez encore quelques interrogations, quelques questionnements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, donc avec l'équipe de Perso Project. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à ce sujet. Dans le prochain épisode, nous nous attarderons sur ce qu'on appelle la période d'essai et tout ce qui l'entoure. En attendant, nous vous attendons nombreux à la lecture de ce podcast et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Restez connectés et nous vous souhaitons une bonne journée.